Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire une présentation du Hitachi ZW370. Alors c'est une présentation d'un engin que j'utilise depuis maintenant près de 9 mois et qui a à peu près 80 heures au compteur. Alors c'est toujours bien de voir un petit peu les spécifications de l'engin au 1.1. Il faut savoir que c'est une chargeuse qui est genre énorme. C'est une chargeuse qui fait 34 tonnes à vide, qui a un godet de 5,4 mètres cubes, qui fait environ 10 mètres de long. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un 4 980. Alors cet engin en A14e, il est proposé par un designer qui s'appelle Łukasz Kaszkar, j'espère que je prononce bien son nom. Alors je vais être totalement franc avec vous, j'ai pas été contacté par Łukasz pour faire une vidéo là-dessus, il sait même pas d'ailleurs que je tourne une vidéo sur cet engin. C'est juste qu'à mon avis, il méritait un petit peu de lumière sur lui parce que du fait qu'il soit un peu plus cher que la concurrence, j'ai l'impression que les gens hésitent un petit peu à l'acheter alors que franchement c'est un engin qui est absolument magnifique. C'était son coup d'essai quand il a proposé pour la première fois cette chargeuse. Il avait déjà construit des engins pour lui-même, notamment une pelleteuse, mais c'est la première fois qu'il mettait en vente un engin conçu par ses soins. Donc évidemment, dans ces cas-là, toujours un petit peu de méfiance, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment des engins qui sont faits juste pour être jolis et exposés en vitrine, ou alors est-ce que c'est des engins qui sont faits vraiment pour travailler sur le chantier? Et bah écoutez, après quelques vidéos qu'il avait postées, je me suis dit bon bah là franchement ça a l'air d'être du sérieux. Et du coup j'ai acheté cette chargeuse. Alors, il faut savoir que le prix il est resté le même. Łukasz, sa politique c'est que déjà il est un petit peu plus élevé que la moyenne puisque son fichier se vend 80 € et qu'il ne fait pas de solde. Alors après au niveau des prix, hein, chacun met son curseur un peu où il veut. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement la majorité des engins 3D comme ça de chantier se vendent aux alentours de 55, on va dire entre 50 et 60 €. Donc voilà, c'est un engin qui est un peu plus cher que la moyenne du marché. Alors quand vous achetez cet engin, évidemment, au-delà de tous les fichiers STL qui vont vous permettre d'imprimer toutes les différentes pièces, il est fourni avec un manuel. Alors on va faire une petite pause parce qu'il fallait absolument que je vous parle du sponsor de cette vidéo, la SNCF. Et vous voyez, c'est ce genre de manuel en vue 3D éclaté, avec toutes les indications sur le nombre, voilà, le nombre de vis dont vous allez avoir besoin, etc., etc. Alors, il faut savoir que vient avec le manuel un fichier qu'il a appelé Non-Printed Parts Spreadsheet, où là, vous avez le détail des pièces qu'il va vous falloir acheter. Donc, toute la visserie, les moteurs, enfin, tout est indiqué. Et ce qui est assez sympa, si vous pouvez regarder un petit peu, c'est que vous avez pour chaque pièce, vous avez un lien, donc la quantité achetée, le lien directement, les spécifications, comme ça si vous avez un doute sur le fichier, bah, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il y a même une photo, et ça a l'air de rien, mais pour certains trucs, c'était assez important, parce que je ne savais pas trop de quoi il voulait parler. Et aussi super important, c'est qu'il vous met un prix approximatif, hein. Bon voilà, c'est le prix quand il a créé l'engin il y a 9 mois maintenant. Mais surtout, vous avez voilà, un ordre d'idée de combien l'engin va vous coûter. Et ça, je trouve que c'est très très bien parce que du coup, avant même de commencer la construction ou avant même, je dirais, d'acheter le fichier, puisque ce document, il est disponible avant l'achat, vous savez à peu près combien ça va vous coûter. Et ensuite, il y a une petite spécificité, c'est que Łukasz nous propose aussi ce qu'il a appelé un guide de l'impression. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, pour chaque pièce, vous avez les spécifications d'impression. Donc par exemple, ici, voilà, il vous dit que cette pièce-là, donc il y en a 4, que ça va vous coûter à peu près ça de filament, ce tel type de filament, d'accord? Et là, vous avez tous les paramètres de l'impression. Donc là, vous avez les paramètres généraux et après, pour chaque type de pièce, vous avez des paramètres supplémentaires. Alors j'ai trouvé ça super pratique et d'ailleurs, pour tout vous dire, depuis, j'utilise en fait ces paramètres sur mon imprimante et ça marche du tonnerre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines pièces, comme par exemple la cabine, ce n'est pas des pièces qui ont des contraintes fortes, on n'a pas besoin de beaucoup de renfort. Bon, par contre, sur des pièces qui demandent de la résistance, je ne sais pas moi, le bras, etc., vous avez besoin du maximum de force. Donc voilà, c'est un fichier qui est très intéressant. J'aimerais bien que tous les constructeurs puissent faire pareil parce que, notamment pour ceux qui débutent dans l'impression 3D, je trouve que c'est super pratique. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme concurrence sur le net, aussi bien en modèle imprimé qu'en modèle métal. Et je me suis rendu compte que des chargeuses, c'est un modèle de construction qui est plutôt assez populaire parce qu'il y en a pas mal. Alors notamment en impression 3D, il y a au moins celle que je vais vous citer, il y en a peut-être d'autres. Alors vous avez par exemple une Caterpillar 966 de chez Domingo Martinez
qui a l'air très sympa. Je ne l'ai pas acheté et il n'y a malheureusement pas beaucoup de vidéos sur le net qui circulent sur cet engin qui fonctionne sur le chantier. Donc voilà, ça sera un petit peu ma réserve. Vous avez bien entendu les deux chargeuses qui sont proposées par LAS, donc Borny 222 RC. Donc là, vous avez une Volvo et une Caterpillar. Donc ce sont deux chargeuses qui sont très sympas. Moi, j'ai construit la 4950. Voilà, après, c'est la qualité Borny 222. Voilà, c'est du top, c'est facile à monter aussi. Donc c'est un engin qui est un peu plus petit et qui a une conception différente. Ensuite, vous avez aussi la chargeuse Volvo 350 F&H qui est proposée par Baptiste Verzele, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est un engin qui est encore plus gros parce qu'en fait la Volvo 350 c'est la plus grosse de chez Volvo. Donc c'est un monstre et encore plus grosse que celle-ci. Je ne l'ai pas construite, je ne l'ai pas achetée, je ne peux pas vous parler des fichiers. Il y a quelques vidéos là récemment qui circulent sur le net où on la voit travailler un petit peu dans le chantier. Déjà que je trouve celle-ci un petit peu grosse, alors sincèrement je n'irai pas me lancer dans la construction de la Volvo 350. Alors il y a aussi celle de Christian Trop. Proposé, donc un designer assez connu parce que c'est lui qui fait tous les convoyeurs et puis Trémy, etc. Et alors c'est une plus petite chargeuse et c'est aussi une chargeuse qui en termes visuellement est un peu moins intéressante à mon avis. Par contre, dans les chargeuses en métal dont je vais vous parler maintenant, ce sont toutes des chargeuses qui fonctionnent avec l'hydraulique, sauf une. On va commencer par celle-là d'ailleurs. C'est une chargeuse qui est proposée par WE Hobby. Alors c'est une chargeuse qui est au 1/16e si je ne dis pas de bêtises. Alors là voilà, elle a une super gueule, c'est une Volvo, mais ça reste du 1/16e. Elle est électrique et elle a un prix plutôt abordable. À côté de ça, donc, on est sur des chargeuses hydrauliques. La plus connue, c'est certainement la chargeuse chinoise réplique d'une Komatsu 490 ou 470 plutôt. Donc c'est une chargeuse que j'ai vue évoluer chez plusieurs personnes. C'est un truc qui marche bien, mais qui, à mon avis, est vraiment mal réglé de base. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de progressivité, c'est souvent du on-off. Quand on les voit travailler, c'est pas très très joli. Bon, visuellement, c'est pas ce qui se fait de mieux non plus. C'est un petit peu grossier, même si c'est vrai que l'engin à la base, en taille réelle, il n'est pas non plus super sexy. Alors, vous avez aussi récemment Cabolite qui a sorti des modèles hydrauliques. Donc il y a un modèle au 1/16e et un modèle au 1/14e. Ce sont des répliques de Caterpillar, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises. Je les ai jamais vus évoluer jusqu'à présent, donc je peux pas trop en parler, je peux pas vous dire. En général, Cabolite, leur créneau, c'est un espèce de rapport performance-prix qui est sympa. Bon, peut-être que si vous en avez une, bah, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ensuite, on bascule sur les modèles allemands. Donc là, on part sur le haut de gamme, le haut du panier, à commencer peut-être par un modèle qui se fait plus parce que THS a fermé ses portes il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant, mais c'était la fameuse Volvo 260. Voilà, qui est un monstre que j'ai eu la chance de voir évoluer une fois. Donc c'est une chargeuse qui ne se fait plus, donc on va la mettre un petit peu de côté. Après, vous avez la Liber 576 de chez Prémacon, qui reste une des références. Visuellement, c'est absolument magnifique. Bon, elle a l'air d'être très performante sur le chantier, même si à l'époque, on m'avait dit que la Volvo de chez THS était un peu plus puissante et surtout marchait mieux en termes de traction et de mobilité. Donc, vous avez aussi la chargeuse Komatsu de chez Fumotech que j'ai vu évoluer, qui marche plutôt bien. Et enfin, vous avez un des modèles dont j'ai toujours rêvé, un modèle, même si je ne suis pas très chargeuse, mais un modèle qui m'a toujours intéressé, surtout de par la construction et le type de modèle, c'est la fameuse chargeuse ONK de chez Tobias Breaker. Dans les engins tout métal, il y a aussi, et j'aurais dû commencer par ça, la réplique de celui-là, de ce Hitachi ZW370. Elle existe en métal, elle est faite par JDM Model, pardon. Donc c'est une version que moi j'ai pu piloter. Hein. Stéphane, merci de m'avoir essayé ta chargeuse hydraulique. Alors visuellement, elles se ressemblent comme ça, mais en fait elles ne sont pas tout à fait pareilles. Et quand on regarde bien, la version hydraulique de JDM, elle est un peu plus basse, elle est plus trapue. Et la version de chez Lukács, elle est un petit peu plus haute. En termes de performance, on est vraiment très très près. L'hydraulique de la JDM n'est pas super rapide, donc du coup, ça fait pas vraiment une différence avec la version électrique. Bon, après, l'hydraulique, bah, c'est toujours plus puissant hein, en termes de... Même si, bon, je vous dis, j'ai jamais réussi à aller au bout de la puissance de celle-ci. Mais bon, voilà. Par expérience, je sais que l'hydraulique, vous pouvez soulever en général des poids beaucoup plus importants. Donc c'est sympa d'avoir vraiment pouvoir avoir pu essayer les deux modèles côte à côte, je dirais, et de pouvoir un petit peu évaluer les deux philosophies, la philosophie tout électrique comme cet engin et la philosophie électrique de la version de chez JDM. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant que finalement on en trouve autant des modèles, que ce soit imprimé en 3D ou en métal. Bon, ça prouve que c'est un engin qui est assez populaire.
Moi, j'avoue que c'est pas le modèle sur lequel je me serais jeté. Et c'est ça qui est cool avec l'impression 3D, c'est qu'on peut se permettre de construire des modèles, même si c'est pas ceux voilà, dont on rêve forcément, mais le fait que ça soit sur des coûts abordables et puis que finalement ce sont des modèles qui, pour la plupart, marchent très bien sur un chantier ou un 14e, eh ben, on peut s'essayer à différents engins. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé quand moi j'ai voulu construire cet engin, c'est-à-dire que bon, j'avais pas de chargeuse, j'avais un Trax, donc un chargeur sur chenille, qui marche très bien, donc c'est une version tout modèle, vraiment un super engin. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais tester une chargeuse sur pneu, histoire de pouvoir travailler, vous savez, j'ai une trommelle, et donc voilà, j'étais intéressé pour faire travailler un engin sur cette partie-là du chantier. Donc Łukasz Kaszkars, en fait, c'est un ingénieur, un concepteur qui travaille avec la 3D voilà, professionnellement. Et franchement, voilà, ça se voit dans le manuel, dans la façon dont il a abordé le montage. Il y a plein de petits trucs de conception qui sont super bien pensés. Il n'y a pas de tige filetée pour les axes. Voilà, mais si vous regardez bien, c'est un système où en fait, tous les axes, ils reposent sur il y a un espèce de moyeu, c'est pas directement sur la tige filetée. Et donc au final, tout ça, alors il y a plein de petites astuces, si vous regardez un petit peu, voilà, toute la partie donc sur la direction, pareil, ça a été super bien pensé, il n'y a aucun jeu. Pareil pour le godet, si vous regardez bien, il y a très très peu de jeux. Je veux dire, il n'y a pas plus de jeux que sur mon chargeur en métal. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Alors, ça fait partie vraiment des valeurs ajoutées de cet engin, c'est qu'il y a très très peu de jeux. Comme je vous dis, de par la conception, si vous regardez bien, voilà, il y a le jeu. Alors attendez, j'essaie de vous montrer là, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, il y a très très peu de jeux. Vous voyez, sur le godet, il n'y a pas beaucoup plus de jeux que sur mon engin en métal. Et en plus, quand vous êtes en appui, eh ben, c'est pareil, il n'y a quasiment pas de jeu. Donc c'est pareil, vous voyez, il n'y a rien. C'est vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une conception incroyable. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui se fait de mieux, donc, du moins des engins que moi j'ai essayé. Voilà, je ne connais pas mieux. Il y a plein de petites astuces en plus en termes de conception. Voilà, par exemple, voilà, pour cacher toute la visserie qui sert, comment dirais-je, qui sert à maintenir les pneus. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Voilà. Il a pensé à un système tout simple. Voilà, il a camouflé ça avec un truc qu'il faut visser. Voilà, donc ça, vous pouvez l'enlever et le remettre en 2 secondes. Et puis c'est vrai que bah, visuellement, hop, voilà, ça a quand même plus de gueule comme ça. Voilà, c'est plein de petites astuces comme ça. L'engin, il en est truffé. Alors je vous garantis qu'en termes de conception, ça va être difficile de faire mieux que Łukasz. Et toute cette conception super bien pensée, bah, elle est au service de l'engin parce que c'est vrai qu'en termes de performance, c'est époustouflant. Alors pour la construction de l'engin, j'ai utilisé tout ce qui est préconisé dans le fichier que vous pouvez trouver sur le net. Sauf pour la direction, où j'ai mis un moteur un peu plus rapide. J'ai mis un moteur de 12 ou 13 RPM. Et en fait, ça me permet de tourner beaucoup plus rapidement. Je vous mettrai plein de vidéos de l'engin sur le chantier. Donc voilà, la direction, elle permet voilà, des mouvements rapides qui sont vraiment, c'est ça, vraiment sympa. Donc c'est un engin qui est 4x4, il y a un moteur par roue. Donc c'est super parce qu'en termes de traction, de mobilité, vraiment cet engin il passe partout. Évidemment on perd le côté différentiel. Alors c'est moins important le différentiel pour moi, j'ai surtout besoin en général sur les engins comme ça d'avoir le maximum de traction possible. Vous avez également donc un moteur central pour le levage du bras. D'accord? Donc là j'ai utilisé le moteur recommandé. Alors l'avantage, alors il est peut-être un petit poil lent et encore, bon il faut voir, quand vous regardez un petit peu sur les vidéos, franchement c'est pas choquant. Et surtout ce qui est super avec ce moteur, bah, c'est qu'il est ultra puissant. Il permet de lever des charges jusqu'à 8-9 kg sans aucun problème. Il faut savoir qu'un godet de cette taille rempli de terre, il fait déjà au moins 5 ou 6 kg. Voilà. Après vous avez un système de double vérin donc, pour le godet. Donc là, j'ai utilisé pareil ceux qui sont recommandés. De mémoire, c'est des 96 newtons en termes de force. Et c'est pareil, c'est hyper puissant. J'ai pas de problème à pouvoir... je sais pas, là, j'essaye de toutes mes forces, mais... Enfin, je veux dire, c'est vraiment du costaud. Tout a été super bien pensé. Alors, quand j'ai construit l'engin, j'ai essayé l'attache rapide. Le problème, c'est qu'il y avait un espèce de petit problème. Le N20 qui servait pour cette attache rapide, il n'arrêtait pas de cramer. Donc, j'en ai cramé 3.
Et puis après, Loukash a fait une mise à jour et depuis, ça fonctionne très bien. Et puis après, je me suis dit, bon, j'utilise un système, c'est une vis qui est là en fait. Vous dévissez ici, vous remettez le godet ou l'accessoire, ça se fait en 2 secondes. Comme de toute façon, je n'ai pas en général besoin d'avoir l'attache rapide et de le faire à distance, bon, je l'ai laissé comme ça. Il faut savoir que depuis, il a proposé une mise à jour donc, de cette attache rapide, non seulement avec un meilleur système de Hedvin, mais aussi le fait qu'en fait, il amène l'électricité au niveau de l'attache rapide, ce qui lui a permis de proposer un accessoire donc, qui est à vendre séparément, mais qui est un grappin pour le bois. Donc avec d'autres vérins qui sont dans le grappin et en fait, vous pouvez faire attache rapide et ça fait une connexion électrique. Je crois que le système s'appelle Pogo, donc c'est des petits contacteurs aimantés. Et donc ça permet d'avoir des accessoires qui aient besoin d'électricité. Alors, petite mise à jour express, puisqu'en fait, il se trouve qu'il y a un nouvel accessoire qui est disponible. Un accessoire que j'attendais depuis longtemps, une balayeuse électrique avec un système de réservoir, etc. Alors, c'est pas proposé par Loukash, c'est proposé par un autre designer qu'on connaît bien qui s'appelle Christian Trop. Ça a l'air très sympa, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que ce nouvel accessoire, il est compatible avec l'attache rapide électrique que propose Loukash. Alors, dans le fichier de base, il y a trois accessoires. Hein. Il y a 3 godets, pardon, et puis une fourche. Donc j'ai imprimé les 3 accessoires. Alors, il faut savoir que c'est un engin qui pèse quand même 15 kg. Et oui, vous allez me dire, pour de l'impression 3D, enfin pour du plastique, ça fait beaucoup. Et bien c'est parce qu'en fait, voilà, toujours pareil, dans une conception vraiment super intéressante, Loukash a mis des poids partout où il y avait de la place disponible. Et en plus, il l'a bien réparti entre l'avant et l'arrière, donc il est vraiment très très bien équilibré. Il faut savoir que par exemple, dans chaque pneu, là, il y a 1 kg à peu près de poids. Donc c'est fait avec des inserts, c'est très très bien foutu. Voilà, encore un petit truc bien malin. Alors ces 15 kg, ça lui donne quand même pas mal de force, non seulement pour aller entamer la pile par exemple, ça lui donne vachement de capacité à mettre un poids élevé à l'avant, puisque je vous dis, on peut lui mettre 8 kg sans aucun problème là-dedans, il ne bougera pas le truc. Alors ensuite, moi j'utilise un accu de 7200 mAh, donc ça fait partie des trucs cool aussi de cet engin, c'est qu'on peut lui mettre un gros accu, et avec un 7200 mAh, je suis jamais arrivé au bout, personnellement, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que je pense qu'il peut faire au moins 2 heures, 2 heures et demie à travailler en permanence. C'est très très bien foutu à l'intérieur, il y a de la place, j'ai mis un haut-parleur parce que j'ai un système son et lumière intégré. J'ai aussi un capteur LiPo donc pour pouvoir avoir la tension de la batterie en direct. Alors pour la partie propulsion, un truc que je recommanderais jamais assez, c'est d'utiliser un contrôleur de vitesse Hobby-Wing 1080. Alors je vous mets un lien vers une vidéo où j'explique tout. Alors moi j'utilise vraiment un paramétrage spécifique qui me donne non seulement voilà, cette capacité à ne pas descendre en pente, à ne pas me laisser emporter quand je suis en pente et puis à pouvoir grimper en permanence sans à-coups. Et il y a aussi un truc, c'est que j'ai pu simuler, alors avec le contrôleur de vitesse, mais aussi avec la radio, j'ai pu simuler l'inertie de l'engin. Alors je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, là, par exemple, là, je suis en petite vitesse. Vous voyez, il y a une inertie. Si je passe en grande vitesse, par exemple, il y a une progressivité dans l'accélération. Et il y a aussi, on va dire, l'inertie. Voilà, donc ça, c'est paramétré avec le SC. Et également, je vous ferai une petite vidéo après, avec mes paramétrages de radiocommande. Il faut savoir qu'il a un rayon de braquage de 80 cm. Donc c'est exactement comme le vrai, hein. Il a un angle de, si je ne dis pas de bêtises, 60 degrés de chaque côté, 60 degrés de chaque côté de l'axe. Donc il a vraiment tout fait, réplique de l'engin au 1-1. Et donc c'est vrai que c'est sympa, parce que c'est un engin qui tourne vraiment dans un mouchoir de poche. Voilà, comme vous pouvez le voir là. Alors comme je vous disais, ce qui est super, c'est que voilà, la cinématique du bras, elle est folle. C'est vraiment comme l'engin réel, hein. J'ai vraiment bien regardé toutes les vidéos du vrai engin, c'est vraiment top. Vous voyez l'angle du godet pour verser, donc voilà, c'est exceptionnel. Voilà, quand il est en position basse, pareil. Voilà, je vous montre. Voilà, l'angle, il est magnifique, quoi. Avec ça, vous chargez, vous transportez, même en position basse. Donc, vous êtes bien sur vos appuis. Vous pouvez verser, vous pouvez charger, vous pouvez transporter des charges lourdes. L'engin, il n'est pas pris en défaut d'équilibre. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces trucs-là, l'attention du détail, le respect des cinématiques du bras, l'angle de braquage,
Le côté 4x4 passe partout. Et puis la massivité, là, les 15 kg de l'engin qui font que voilà, ça fait massif. Donc en plus de l'ESC, le 1080 pour la propulsion, j'utilise un 1060 pour la direction et j'utilise pour le godet et puis pour le bras, j'utilise deux autres 1060 de chez Hobby-Wing. Tout ça, ça rentre. Il y a pas mal de place à l'intérieur parce qu'en fait, en dessous de l'emplacement, là, vous avez la batterie, vous avez un bel espace ici hein, qui vous permet de mettre toute l'électronique, etc. Alors là, j'utilise un contrôleur son et lumière Beyer MSM1. Donc c'est l'entrée de gamme chez Beyer. Mais bon, ça fait le boulot, surtout pour un engin comme ça. J'ai choisi, il n'y a que quelques sons qu'on peut choisir. De mémoire, j'ai choisi le son numéro 1. Et puis après, en termes de lumière, bah, c'est assez simple. Hein. Vous avez, voilà, vous avez appui long, appui court pour allumer les lumières. Vous avez aussi, alors bien sûr, quand vous reculez, vous avez les feux de recul. Quand vous freinez, vous avez les feux stop. En plus, quand vous reculez, vous avez également comment on appelle ça, les feux, les warnings qui se mettent en route avec le son de recul. Donc franchement, ça fait le boulot. Moi, je trouve ça super sympa. Je vais vous mettre un petit peu le son un peu fort pour que vous puissiez un petit peu entendre. Ah, et justement, un des trucs qui est sympa avec le contrôleur son Beyer, c'est que vous pouvez régler le volume avec la radio. Alors, je ne sais pas si vous allez bien entendre là. Donc voilà, le module son Beyer, franchement, que ce soit en termes de son ou de lumière, ça le fait. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors après vous avoir montré un petit peu tous les côtés positifs de cet engin, je vais essayer de vous parler des côtés négatifs. Et je vous avoue que c'est un peu comme le bulldozer de la semaine dernière, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je dirais que peut-être le seul côté négatif de cet engin, c'est son prix, son coût de réalisation. Alors Lukács annonce une somme d'environ 600 € pour la réalisation de cet engin. Il faut savoir que évidemment ça ne comprend pas l'électronique, c'est-à-dire le système son et lumière par exemple. Ça ne comprend pas le récepteur, ça ne comprend pas l'accu et ça ne comprend pas la radiocommande. Donc voilà, c'est quand même voilà, un engin qui sur le papier va coûter facilement 800 €, 850 € peut-être. Tout équipé un petit peu de cette façon. Alors après, bon, évidemment, il y a toujours moyen sur AliExpress d'aller gratter des thunes, de profiter de soldes, etc. Voilà, peut-être qu'on peut le faire tout compris à 600 €. Mais malgré tout, pour un engin imprimé en 3D, je sais que certains me disent souvent, ah ouais, mais 1000 balles pour une chargeuse en 3D, ça fait quand même un peu cher quand tu sais que pour 2003, tu peux avoir une version métal, etc. En tout cas, c'est un argument que j'entends assez souvent et c'est un argument que je comprends. Les histoires de prix, c'est un petit peu chacun voit midi à sa porte, chacun son budget, on est tous différents. En tout cas, si je devais trouver un point négatif, ça serait le fait que voilà, l'investissement de base, il est quand même conséquent. Alors après, si je devais donner un petit peu mon avis sur la difficulté de construction de l'engin, bon, même si ça reste vraiment très personnel parce qu'on a chacun un peu nos compétences là-dessus, mais bon, si je prends comme base le côté facile, par exemple du D6T de la semaine dernière, je vous dirais que ça, c'est à peu près de l'intermédiaire. De par la conception, il y a plein de petits trucs qu'il faut bien respecter. Il y a beaucoup plus de pièces, beaucoup plus de montage à faire. Alors, il faut savoir que cet engin, il utilise beaucoup d'interrupteurs fin de course sur lesquels il faut souder des diodes, qu'il faut mettre à des endroits bien précis. Donc ça demande un petit peu de, voilà, ça demande une petite couche supplémentaire de connaissances dans la construction 3D. Il y a aussi un système pour aider le levage de, comment dirais-je, du bras. Il y a un système avec un ressort. Ça, c'est un truc. Alors, il y a une vidéo, il a fait une vidéo qui explique un petit peu comment ça se passe exactement. Mais ça, j'ai un petit peu galéré parce que j'arrivais pas à bien coincer le ressort. Et puis après, c'est très difficile d'accès pour essayer de le retoucher. Donc voilà. Bon, il y a quelques petits trucs comme ça qui fait que pour moi, ça reste quand même du niveau intermédiaire. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai paramétré la radio maintenant. Rien d'incroyable, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment j'ai paramétré la radio, notamment pour l'inertie. Donc d'abord, comme je disais, j'ai 3 vitesses électroniques. D'accord? Donc première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Alors si je vous montre un petit peu, voilà, on va passer sur la première vitesse. Je vais essayer de vous mettre... Comme je vous disais, il bascule dans un mouchoir de poche. Alors j'ai peut-être... Donc ça, c'est la première vitesse. Voilà.
Je vais passer en deuxième vitesse. Alors, je monte là, deuxième vitesse. Donc, qui est la vitesse que j'utilise le plus souvent. Ensuite, vous avez la troisième vitesse. Voilà, là, c'est la vitesse maximum de l'engin. Vous voyez la façon dont, quand je lâche le stick, en fait, l'engin, il continue à rouler. Alors, par exemple, on le voit surtout en vitesse rapide. Alors, ce qui est super, hein, comme je vous disais, c'est qu'il tourne vraiment dans un mouchoir de poche, le truc. Alors, j'utilise une radio Souetos. Pour la vitesse, j'ai utilisé le système des courbes. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici, j'espère que vous allez bien le voir sur la vidéo, mais par exemple, en première vitesse, donc la vitesse la moins rapide, je suis sur marche avant 60%, marche arrière 75% de la vitesse totale. Si je vais dans la vitesse moyenne, je suis donc à 80% en vitesse de marche avant et à moins 85%, enfin à 85% en vitesse en marche arrière. Et puis je suis à 100% et 100% pour la troisième vitesse, la vitesse la plus rapide. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai paramétré donc l'inertie en fonction de la vitesse. Donc par exemple en vitesse 1, alors je vous montre rapidement, j'ai utilisé ce qu'on appelle slow up et slow down. Par exemple, en vitesse 1, je suis donc à 0,9 secondes de temps d'accélération, 0,9 secondes de temps pour décélérer. De mémoire, je suis à 1 seconde en vitesse moyenne et à 1,2 en vitesse rapide. Tout ça, ça fait que j'ai un engin en fait, qui a un comportement assez réaliste sur le chantier. Comme c'est un engin qui fait aussi du 37 km/h en vitesse réelle, et donc c'est 37 km/h rapporté à mon engin ou un 14e, c'est quand j'utilise la deuxième vitesse. Donc voilà, ça carrément, ça a balancé mon ordi. Voilà. Ça, c'est 37 km/h, si vous voulez, au 1/14e. Donc voilà pour les paramétrages, enfin succinctement les paramétrages de la radio. Après, bon, comme je disais, j'utilise un capteur de tension LiPo, donc je peux avoir, si vous regardez bien, voilà, j'ai la tension de ma batterie, j'ai ici le pourcentage de batterie restant, et donc le temps d'utilisation de la batterie, donc ça fait déjà 1 heure que j'ai branché l'AQ. Donc pour conclure cette chargeuse Hitachi, je dirais que Łukasz Kaszkar a fait un travail exceptionnel. J'avoue que là, on arrive vraiment à un niveau de qualité, de performance et puis de manuel, enfin, tout ce qui tourne autour de la construction de cet engin, c'est exceptionnel. C'est un vrai plaisir. On a l'impression d'être sur un montage Lego technique ou un truc super précis où vraiment il y a un côté très très ludique. J'avoue que j'ai bien kiffé le manuel. J'ai adoré construire cet engin. Franchement, il y avait plein de petites découvertes. Tiens, mais comment il a pensé ça? Comment il va faire ça? Le fait qu'en termes de performance, on est tout près de la capacité de l'engin réel, de par la cinématique du bras, l'angle de braquage, etc. Cet engin, pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, il représente le top de l'impression 3D, de la construction d'engins à l'aide de l'impression 3D. Voilà, on est sur un truc, moi, je peux que vous inviter à l'essayer. Si vous aimez les chargeuses et que vous aimez bricoler, que vous aimez monter vos propres engins, franchement, foncez. Vous ne trouverez pas moins cher de toute façon et je vous garantis que sur le chantier, c'est redoutable. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. J'espère qu'elle vous permettra de vous faire une idée sur voilà, à quoi ressemble un engin imprimé en 3D, à quoi s'attendre quand on se lance dans la construction de cet engin et aussi à quoi s'attendre quand on utilise cet engin sur le chantier, on va dire, au 1/14e. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans le chat de la vidéo, j'y répondrai, ça peut prendre quelques temps, mais j'y répondrai quoi qu'il arrive. Alors je serais curieux d'avoir votre retour aussi si vous avez construit des engins en 3D, ce que vous en pensez, éventuellement, quels ont été les déconvenus, des choses comme ça. Voilà, je serais assez curieux d'avoir votre avis sur cette nouvelle facette du hobby qui est l'impression 3D.